Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce second épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons Aton pour parler avec lui de ses expériences et essayer de mieux comprendre la vie que peut avoir un opérateur des unités spéciales. Aton, bonjour. Bonjour. Vous avez été membre du GIGN avant de le quitter pour poursuivre votre rêve d'enfance, on va dire, qui est de devenir acteur. Depuis votre départ du groupe, vous avez également publié 2 livres, un sur votre vie et un plus sur la préparation qui est nécessaire pour intégrer ces unités spéciales. On va essayer de revenir un peu avec vous sur tant votre vie que les préparations qui peuvent être attenantes pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être membre du GIGN et quelle vie ça donne. Alors peut-être une première question, on va essayer d'être un petit peu chronologique on va dire. On voit que dès votre enfance, vous faites preuve d'une certaine combativité, ténacité vraiment. D'où ça vous vient? C'est inné, c'est cultivé, c'est... Alors inné, je sais pas. En tout cas, j'ai été confronté très rapidement à l'injustice, à la moquerie qui ont suscité chez moi un élan un gros besoin de rétablir l'injustice, de faire justice. Et parce que j'en souffrais beaucoup, parce qu'en fait, je pense que j'étais assez timide, donc pas beaucoup de camarades, peut-être pas très entouré. Dans les premières années, on est au primaire là, et en même temps j'étais fils unique et dans une famille où on peut pas forcément expliquer qu'on est une victime ou qu'on est pris un peu à partie, parce que mon père avait une vision très relativement simple des choses. C'était voilà, il y a les moutons et il y a les loups, et il y a 2 catégories et il faut choisir. Et pour être un loup, il fallait en avoir la force déjà de répondre aux agressions. Donc dès que j'ai eu les moyens, on va dire, la force physique, j'ai commencé à répondre et à rendre justice moi-même et à gagner en respect. Mais ça m'a coûté aussi beaucoup. Oui, c'est un des passages du livre, ça a même failli vous coûter le GIGN. Exactement. Justement, par rapport au fait de se renforcer, c'est le thème justement du second livre, Féral. Est-ce que pour vous, on peut associer justement ce terme de féral comme un retour à la rusticité? Et si oui, pour vous, qu'est-ce que c'est que la rusticité? Alors la rusticité, pour moi, ça a été... mon père m'a élevé de manière très rustique, c'est-à-dire que j'allais à l'école, je n'ai jamais pris le bus, c'était soit à pied, soit en vélo. Et en fait, sur ces moments-là, où je me déplaçais, j'avais le temps, j'étais seul. J'avais énormément de temps à réfléchir. Je me suis confronté à la nature, parce que l'hiver, il faisait froid. Il pleuvait, et ça a suscité en moi beaucoup de réflexions, beaucoup sur moi-même. Et ensuite, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi, parce que mon père m'emmenait beaucoup faire de la randonnée aussi l'été. Et alors, c'était pas me confronter à la nature, mais en fait, essayer de s'y adapter, parce que la nature a toujours raison. Et c'est vrai que j'ai découvert très jeune que sortir de sa zone de confort apportait un plus, apportait une plus-value. Et qu'en même temps, le fait de m'y confronter par mon propre choix faisait que ça me donnait des armes et des automatismes qui allaient être mis en avant devant l'adversité, mais des choses qui tombaient de manière inattendue, l'imprévu. Quand je me retrouvais dans une situation difficile ou une situation de crise que je n'avais pas provoquée moi-même, le fait d'avoir provoqué des situations de crise, mais bien gentilles quelque part, mais ça a été crescendo. Ça a été jusqu'à faire un tour d'Europe en stop, partir en Afrique, me retrouver interpellé pour séjour irrégulier, expulsé d'un pays. Tout ça, c'est ce que j'appelle sortir de sa zone de confort, aller se confronter à une certaine réalité, à la nature humaine. Et ça me donnait des clés pour justement qui ont créé des automatismes quand l'imprévu arrivait sur moi. Ça me donnait des capacités que si j'avais pas fait ça, je ne les aurais pas eues, je pense. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort, obligatoire, selon moi, quand on a pour inspiration des unités d'élite. Mais justement, vous dites que c'est obligatoire, mais est-ce que vous pensez que tout le monde est capable de le faire ou pas? Oui, bien sûr, mais il faut aller à son rythme. On a tous des facultés les capacités de réaction face à l'imprévu. On est témoin d'un attentat, comme on a pu voir les gens dans la rue, ça leur tombe dessus. Il y a ceux qui ont anticipé un petit peu la chose, qui ont réfléchi, qui ont quelques clés. Alors les clés, attention, faut pas non plus se sentir pousser des ailes et aller au-devant des choses et faire l'excès de confiance. Mais en tout cas, on peut remarquer une chose, c'est qu'il y a plusieurs types de comportements. Il y a les gens qui vont être tétanisés face à l'imprévu, il y a des gens qui vont être en surréaction, et ce qui n'est pas bon non plus. Et puis il y a les gens qui vont avoir une certaine maîtrise d'eux-mêmes et qui vont pouvoir agir. Et très certainement, oui, c'est dû à
le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller se confronter un petit peu aux choses. Très bien. Alors, et ça, tout le monde peut le faire. Ok. Alors peut-être justement par rapport à cette idée de contrôle de soi, enfin, dans une situation stressante, de garder une certaine lucidité. C'est intéressant que vous parliez de cette gestion des émotions, parce que vous expliquez que c'est aussi essentiel, vraiment, pour rentrer dans les unités d'élite, cette gestion de soi-même. Mais dans l'adrénaline, on peut gérer. Enfin, voilà, quand on a de l'adrénaline, vous avez fait des sports de combat avant, on réagit différemment. Mais une fois qu'on est rentré chez soi, qu'on n'est plus en tenue, qu'on est avec sa famille, que l'adrénaline redescend, comment est-ce qu'on fait pour gérer les émotions qu'on a eues avant ? Alors comme je vous dis, c'est une gymnastique intellectuelle. C'est-à-dire que comme le soir, on va se enlever la combinaison, quitter le matériel, quitter le gilet pare-balles, on va tout poser dans le placard, l'alvéole qui nous est réservé, où on laisse notre matériel et on se met en tenue civile. C'est sur le trajet en fait qu'on va essayer d'intégrer certaines choses. Alors attention, on n'oublie jamais. Ce que nos yeux ont vu, on le met dans une case et parfois on a tendance à l'oublier. Et ça ressort sous forme de syndrome post-traumatique, ça peut arriver. Ça, faut jamais négliger ça. On est humain, on essaie de ranger les choses, mais en fait, au GIGN, ce qu'il y a, c'est que les événements s'enchaînent. Les semaines ne se ressemblent pas. Il y a des interventions toutes les semaines, et c'est vrai qu'il y a des exercices. Donc, quand on a terminé une mission, on se reconfigure pour appréhender, accepter la seconde, quoi. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a une gymnastique à faire. Et le passage dans la famille, le break et tout, est absolument important. Mais maintenant, c'est vrai qu'on évite d'emmener toutes les horreurs qu'on a pu voir à la maison. Donc, mais il faut quand même qu'il y ait un dialogue avec la famille. Mais il y a des moments pour ça. Il faut avoir le temps. Moi, par exemple, ça pouvait être tous les 3 mois, 6 mois, ou à un moment donné, j'avais peut-être un trop-plein. Et j'en parlais à mon épouse sur certaines choses qui me semblaient importantes de partager avec elle pour me soulager un petit peu. Parce qu'au travail, c'est vrai qu'entre nous, entre opérationnels, il n'y a pas tant de communication de ça. Tout est tourné un petit peu, on essaie de minimiser un petit peu les choses parfois. Et ça, on s'en rend compte après coup. Ça prend toujours le temps. C'est quand on se retrouve dans des situations très particulières, on se sent un peu seul avec ce que l'on a emmagasiné. Et là, il faut faire face. Et alors moi, ça va, hein, sincèrement, je touche du bois de la peau de singe, je m'en sors relativement bien par rapport aux horreurs que j'ai vues ou que j'ai pu même faire moi-même. Je vais parler en donnant la mort, mais c'est quand même un travail sur soi à faire. Et voilà, une gestion. Une gestion de soi, et justement vous évoquez la place importante que peut avoir la famille dans la gestion de ces émotions-là, et aussi que être GIGN, c'est extrêmement prenant. On termine une mission, on prépare un exercice, etc. D'un point de vue familial, réussir à avoir une épouse, des enfants, etc. à côté, est-ce que c'est pas compliqué de gérer les deux ? Alors je vais pas dire que c'est simple. Maintenant, je pense qu'il faut voir avec son épouse. Moi, mon épouse ne voulait pas être dans l'incertitude à chaque fois que je partais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude. On le voit actuellement avec tout ce qui se passe. On est dans l'expectative, on attend. Ce soir, le président va parler à la télé. On ne sait pas du tout ce qu'il va nous dire. On est pendu un peu à sa parole et à l'incertitude. Et on vit l'incertitude au quotidien. Elle, ma femme, ce qu'elle voulait, c'était... Alors, des certitudes, c'est très difficile de lui en donner. Mais ce qu'elle voulait savoir, c'était mon pronostic. Savoir si, selon ma place, si j'étais en appui, donc plus loin de la crise, mais avec une action peut-être déterminante. Si j'étais au cœur de la crise, en tête de colonne. Et ça changeait beaucoup de choses pour elle. Et c'est vrai que la pauvre, j'ai souvent été en tête, parce que j'aimais ça, puis j'avais des spécialités qui faisaient que, j'étais à l'effraction, donc forcément j'étais un peu devant, j'avais été chercher ça. Mais c'est vrai qu'elle a voulu de l'honnêteté, j'en ai donné, et ce qui permettait pour elle peut-être de la soulager un petit peu, parce que quand on rentre au GIGN, on rentre avec sa famille. Faut pas se leurrer, on ne peut pas laisser construire un mur entre le travail et la famille. Donc il faut de l'honnêteté, il faut de la communication. Et sincèrement, je pense que si on communique et qu'on a une femme qui a des prédispositions pour être femme de GIGN, les choses se font, quoi. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec elle. Il y a eu des hauts, des bas. Il était question même de divorce plusieurs fois. C'est arrivé. Et en fait, on a réussi à mener notre barque tant bien que mal par la communication. Alors, justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que quand on rentre au GIGN, on y rentre avec sa famille. Mais est-ce qu'avec le temps que vous passez, les émotions considérables qui sont partagées entre les opérationnels,
est-ce que le GIGN, le groupe, ne devient pas aussi un peu votre famille? Alors là, c'est une question, faut bien se positionner. Il faut savoir ce qu'on va chercher au GIGN. Si on y va pour chercher une famille, c'est pas la bonne unité. Enfin, il n'y a pas d'unité. J'ai pas rencontré mes frères de sang. Alors j'ai des amis, j'ai des connaissances. Il faut savoir que au GIGN, il y a de tout. Moi, je pensais vraiment, quand je suis arrivé au groupe, je pensais que tout le monde était comme moi. Elle faisait ma taille, faisait mon gabarit, avait cette même passion pour les sports de combat. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était que des profils différents. Et que ces profils différents faisaient qu'on était complémentaires pour un but commun. Mais il faut savoir qu'au GIGN, c'est un passage. On rencontre des anciens qu'on voit partir à la retraite. Nous, on est pris dans le feu de l'action. Donc, ces gens-là, non pas qu'on les oublie, mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, on n'a pas forcément le temps. Alors, l'envie d'aller vers eux et de s'entretenir encore avec eux, d'avoir leur expérience, on a envie, mais ça passe. Il y a des nouveaux qui arrivent. Donc, en fait, il y a beaucoup de passages, beaucoup de va-et-vient dans l'unité. Donc, on a notre promotion, on a les gens avec qui on travaille, mais on a un rythme tel aussi parmi les sections qu'on se voit finalement, les 4 sections, on se croise. On se croise, on vit des choses, chacun un petit peu de notre côté, on partage un peu. Après, il y a aussi autre chose qui fait que, donc on se connaît, mais parfois, il y a un lien qui se crée, qui est très bizarre, qui est lors de crise. Là, on devient vraiment des frères quand on est au cœur de la crise. C'est quelque chose qui est presque inexplicable. Le groupe se met en branle et là on se tient. Et je pense qu'on devient un rouleau compresseur et c'est cet esprit de corps qui va faire de toute façon, on n'a pas le choix, on doit résoudre la crise et chacun va trouver sa place. Mais sorti de là, c'est comme une entreprise avec les fonctions qui vont être attribuées à un certain nombre. Il y aura pas de la place pour tout le monde. Et parfois, c'est ce qu'on peut trouver dans les entreprises. Il va y avoir des petites choses qui sont très humaines, mais certains vont vouloir passer devant. Donc après, les méthodes sont ce qu'elles sont. Mais voilà, pour un même poste, il peut y avoir 3-4 candidats. Donc voilà, et pourquoi lui et pas moi? Et puis ça peut créer des petites rivalités. Mais sur le terrain, tout ça, ça disparaît. Et c'est très bizarre parce que je vous dis, il se passe quelque chose sur le terrain qui est complètement atypique et que j'ai du mal à retrouver même dans le milieu civil. Oui, c'est des mondes qui sont voilà. Très différents. Donc la famille reste la famille et le travail reste le travail avec ses moments particuliers et qu'on prend en fait au final et avec lequel on s'alimente même pour s'épanouir. Voilà. D'accord. Alors par rapport justement au travail en tant que tel, entre guillemets, l'apogée, la phase visible pour le grand public, c'est les opérations en tant que telles. C'est-à-dire que c'est le moment où l'action est lancée et voilà. Mais est-ce que dans une opération, quand une crise se déclenche, il y a un temps de préparation vis-à-vis de l'opération qui est... alors forcément, selon les cas, ça peut être plus ou moins long, mais quelle place justement dans la phase de préparation, d'une part dans le temps et d'autre part dans la réussite de la mission qui est... Alors l'anticipation, elle est obligatoire. Si on veut réussir quelque chose, voilà, c'est quand une crise arrive, en général, je vais citer un exemple pour être très clair. Moi, j'ai passé les tests en septembre 2003. Il y a eu toute cette période de prise d'otages massive qu'on n'avait pas connue en France et qu'on a connue bien longtemps après. Mais il y a eu Beslan, il y a eu Bombay, il y a eu l'arrivée de l'A380 qui ont posé des problématiques, à savoir est-ce que l'effectif du GIGN de l'époque était suffisant pour travailler dans ces conditions-là. Et en fait, la réponse était non. Donc il a fallu pour nous anticiper sur l'entraînement, réfléchir sur les effectifs, réfléchir sur les méthodes, sur les modes opératoires. Donc en fait, quand on arrive en 2015 et qu'on voit qu'on a des points multiples, comme le Bataclan, tout ce qui s'est passé dans les rues environnantes, eh bien en fait, on a vu qu'il y avait un gros problématique sur les zones de police ou gendarmerie, ouais. Mais en tout cas, toutes les unités, que ce soit RAID, BRI ou GIGN, c'était quelque chose qu'on avait quand même anticipé. Quoi qu'on puisse dire ou juger après coup, on fait toujours les pires scénarios à l'entraînement. On s'imagine des choses qui nous sont... Alors on travaille sur des choses qui sont arrivées au GIGN, sur des missions qui ont déjà eu lieu, mais on travaille aussi sur des scénarios
qui sortent de notre imagination et parfois on se rend compte que malheureusement ces choses-là arrivent dans le temps, donc on se pose des problématiques qu'on pourrait rencontrer. Donc c'est le travail de l'entraînement, et puis avant une mission, il y a le briefing, il y a la concentration avant la mission, exactement comme on voit parfois les pilotes de la patrouille de France qui sont dans une salle de cours et qui font leurs mouvements et tout ça. En fait, nous, on fait exactement la même chose. On a un plan, on connaît notre itinéraire, on sait la place de chacun, celui qui va mettre le détonateur sur la charge, qui va faire péter la charge pour ouvrir la porte, c'est le premier qui vont rentrer, dans quelle salle ils vont aller, s'il y a un escalier, s'il y a ci, s'il y a ça. Et en fait, on va faire tout ce cheminement, ce qui fait que quand on se retrouve dans la crise, ça se passe jamais comme le briefing. Mais comme on a prévu, on a anticipé un certain nombre de choses, ça nous donne quand même un temps d'avance pour résoudre la crise. Et on voit qu'en fait, dans toute l'histoire du GIGN, l'anticipation a été super importante. Moi, je repense à Marignane. Il y a eu un travail sur les avions avant, ça ne s'improvise pas. Le GIGN n'est pas arrivé sur Marignane. Ils savaient déjà le poids de l'avion. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui avaient été prises en compte. S'il n'y avait pas eu d'anticipation, ça aurait été catastrophique. Et au final, ça a été une réussite. Ça a été une réussite, ouais. Très belle réussite. Alors, peut-être une des particularités du GIGN comparé à des forces spéciales, par exemple, de l'armée, j'entends, c'est que vous opérez majoritairement sur le sol national. Et après, vous avez aussi des détachements qui sont étrangers. Et une des particularités, alors peut-être particularité, c'est à vous de me le dire, c'est que vous avez fait les deux. Ouais. Qu'est-ce que vous avez perçu comme différence, justement, entre opérer en France et opérer à l'étranger? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que déjà l'attachement est quelque part quand même différent. En France, on est chez nous, on est quelque part en famille, même si on est une famille qui se déchire de plus en plus, et ça c'est regrettable. Mais par exemple, je reprends l'exemple en 2015, on était en France, face aux frères Kouachi, on sentait quand même cette union nationale. Et c'est vrai que quand on est à l'étranger, alors je ne vais pas dire qu'on est seul contre tous, parce qu'il y a toujours une part de la population qui va nous accepter, qui va nous faciliter un peu les entrées, mais le danger, il est à 360 degrés. Et puis on est dans un pays où on n'est pas chez nous. Donc il faut avoir l'humilité de faire avec les règles du pays. Il faut observer, il faut passer cette phase d'observation, d'acceptation pour les gens qui nous sont favorables pour la gestion de crise ou la gestion de la protection rapprochée de l'ambassade. Si vous arrivez en terrain conquis, vous êtes mort dans n'importe quel pays. Et en France, par contre, quand on se déplace, on va sur une crise, mais à 360 degrés, pour le moment, j'ai envie de vous dire, on est quand même dans un milieu sécurisé. Voilà, donc c'est un peu la différence et c'est une grosse différence. Alors effectivement, c'est une énorme différence même, mais les militaires, par exemple, désormais, l'armée de terre a mis ça les armées ont mis ça en place, c'est que quand ils reviennent d'OPEX, ils passent par un SAS. Ouais. Pour la décompression. Au GIGN, il n'y a pas de SAS, vous revenez directement à la vie entre guillemets normale, une fois que vous avez quitté Satori, voilà. Est-ce que c'est pas justement compliqué de séparer ces deux vies? Il y a un passage dans le livre où vous racontez que vous allez voir des amis à vous et où vous conduisez comme si vous étiez au GIGN. Est-ce que justement c'est pas compliqué de faire vraiment la séparation entre les deux? C'est compliqué, alors quand on est un jeune opérationnel, on a tendance à se croire invincible les premières années. On en parlait avec des collègues, on estimait que d'expérience et d'observation qu'il fallait à peu près 5-6 ans avant d'être un opérationnel tel que le public peut avoir, l'image que le public peut avoir du GIGN. C'est-à-dire la personne qui va être un peu posée, qui va avoir un certain recul sur les choses, qui ne va pas être dans une vision tunnel, effet tunnel, et agir en fait avec son instinct et essayer de gérer au mieux. Et voilà, il faut quand même de l'expérience pour pouvoir poser un peu les choses. Et moi, j'ai pas dérogé à la règle. Jeune opérationnel, jeune fougueux, j'avais du mal. J'étais GIGN 24 heures sur 24. Et je ne veux pas dire que tout m'était dû, mais à partir du moment où je risquais ma vie, je trouvais normal que j'ai des petits passe-droits. Voilà, c'était... parce qu'on vit en autarcie quand on est au GIGN. Quand on est... Donc, on fait tellement de choses à un rythme fou que quand on en sort, on a du mal à se positionner et à prendre ce recul que les anciens vont en plus avoir. Et c'est exactement pareil en intervention. Les plus jeunes, ils ont l'effet tunnel. Et il faut 5-6 ans pour pouvoir déjà commencer à avoir une vision un peu plus périphérique
pour agir, quoi. Et dans la vie privée, bah, c'est pareil. C'est au début, on a atteint un rêve, parce que c'est le rêve de tous ceux qui y rentrent. Donc c'est énorme. C'est énorme, et parfois c'est vrai qu'on peut avoir sur les premières années, alors pas la première année parce qu'en fait on est sabré par le commandement et puis par les collègues, donc on nous met bien à notre place alors il y a un terme, c'est quand vous êtes en prestage, vous êtes une chiasse. Voilà, le terme est... Ça met dans l'ambiance. Voilà, ça met dans l'ambiance, et puis ensuite, eh bien, on se forme, on apprend, on est breveté, et quand on est breveté, on nous dit, tu as toutes tes preuves à faire. Mais parfois, les jeunes opérationnels qui ont 1 an, 2 ans, ils ont fait 2-3 inters, ça a tiré un peu, il y a eu un peu d'adrénaline, et ils ont tendance à se sentir un petit peu, ça y est, j'y suis. Et non, oui. Et non, il faut beaucoup plus de temps, et c'est vrai qu'entre milieu civil et quand on est au travail, on a tendance à avoir du mal à se positionner. Puis il y a la fierté aussi de l'entourage qui fait que voilà, les yeux qui s'écarquillent, ça passe avec le temps. Au bout de 3-4 ans, votre entourage va dire bon, c'est bon, on sait que tu es au GIGN, on sait que oui, tu as fait ça, c'est bien. Mais en fait, au final, on est des hommes comme tout le monde, quoi. Justement, il y a. Vous parlez justement de très agréable surnom que vous avez avant d'être breveté. Comment on fait comment ça se passe l'intégration? Alors en plus vous avez été suivi pendant la sélection par Déraciné des ailes, parce que ça va lui un surnom de promotion sympathique aussi. Déraciné des brels, ouais. Mais du coup, comment on arrive à faire son trou dans une unité comme ça? Parce que il y a quand même beaucoup de forts caractères, des personnes qui ont vécu. Alors surtout même à l'époque où je suis rentré, moi, en 2003, il y avait vraiment des très forts caractères. Des gens qui étaient même assez... n'étaient pas en rébellion face au commandement, mais il y avait quand même il y avait des tensions. Quand le patron venait en réunion générale, animer la réunion générale et nous apportait de mauvaises nouvelles, parfois ça envoyait du lourd, comme on dit. Alors son intégration dedans, c'est pas évident. Parce qu'on arrivait surtout nous avec la promotion Déraciné des ailes, on avait été filmés, les images ne retranscrivaient pas forcément la réalité, donc les opérationnels ont un peu interprété ces images et ont cru qu'on était une promotion rose, entre guillemets, voilà, où c'était plus simple. Il n'en était rien. Les parcours qu'on a fait étaient les mêmes, les épreuves étaient les mêmes. Maintenant, on a tous, quand on vit quelque chose de difficile, on a toujours l'impression que c'est plus dur pour soi. Donc les anciens avaient tendance à dire que eux, leur test était plus dur que les nôtres. Bon, ce qui était faux. Et j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu les promotions qui sont arrivées derrière. J'avais le sentiment que c'était plus simple. Et je pense que non, c'est à peu près la même chose. Une fois qu'on est rentré, on ne nous a pas accueillis vraiment, comme je vous dis, les bras grands ouverts. Ils ont vraiment attendu qu'on fasse nos preuves. Et pour ma part, même si j'étais bien accueilli dans ma section, ça a pris, on va dire, 2 ans avant d'avoir vraiment la possibilité de commencer à donner mon avis au chef d'équipe qui pouvait remonter après au chef de groupe et après au chef de section. Et il a fallu 2 ans d'observation. Maintenant, on est un peu plus, entre guillemets, plus sympathique avec les jeunes recrues. On les juge moins, on les casse moins. Maintenant, c'était la mentalité de l'époque. Est-ce que c'est une bonne chose de les laisser Moi, je pense qu'il faut que, dans un groupe, il faut qu'il y ait plusieurs rôles. Il faut qu'il y ait les gentils, il faut qu'il y ait des mecs un peu plus durs, qui fassent le rappel que, attention les gars, vous êtes nouveaux, vous n'êtes pas arrivés, il y a encore les preuves à faire, même si le tir il est bon, on n'est pas à l'abri d'un échec, donc vigilance, ne vous enflammez pas. Et moi ça a été 2 ans, on mange un peu sa glace, quoi. On longe les murs. 2 ans. Mais c'est normal, ça me paraît normal. Oui, et puis au final ça vous a pas empêché de faire vraiment votre trou, entre guillemets, si on peut reprendre cette expression. À tel point qu'après, vous avez vraiment changé la perception des sports de combat et des arts martiaux au sein du groupe. Vous avez notamment inclus le MMA. Ouais. Par rapport à ça, justement, on voit que ce soit dans votre enfance, où vous avez fait des sports de combat assez haut niveau. Ensuite, au GIGN, où vous avez vraiment implanté et mis une nouvelle dynamique. Est-ce que c'est pas quelque chose où vous vous dites, avec 20 ans de moins, je me mettrais bien à ça à fond Bien sûr, mais moi en plus j'ai une grosse frustration. J'étais vice-champion de France, je fais les présélections, championnat du monde, je suis sélectionné pour les sélections, je fais les sélections et je rentre à l'armée et j'ai pas la possibilité de continuer les entraînements équipe de France. Ouais. Donc là on me dit écoute, tu pourras pas partir au championnat du monde, et je l'avais un peu ça, moi je voulais le panel complet.
bien sûr. J'avais le bac scientifique, bon, ce qui n'était pas trop mal à l'époque, voilà, d'avoir ça. Mais comme je savais que je devais arrêter, pour rentrer en tant que sous-off, la gendarmerie, j'étais sergent, j'avais une bonne carrière, j'étais major de promo et tout. Je voulais toujours être le premier, voilà, c'était le truc. Je finis premier des tests, je suis à fond, voilà. Et là, quelque part, j'étais vice-champion de France, donc deuxième. Mais par contre, je vais en équipe de France, donc je me dis, y a moyen de faire quelque chose. Donc j'avais ce regret-là. J'arrive au GIGN, et je m'entraîne avec un ancien, je vais dire son prénom Thierry, qui était mon recruteur, et lui était passionné de judo. Et en fait, toutes les semaines, on commençait par boxer, et on amenait cette liaison debout-sol, donc un peu à la MMA, et puis au sol, après, on travaillait. Donc il me retournait dans tous les sens, puis j'apprenais toutes les semaines. Et lui, en fait, c'était quelqu'un qui avait un très gros niveau, et qui s'était confronté à Rickson Gracie. Rickson Gracie avait dit que c'était l'un de ses adversaires les plus costauds. Et à un moment donné, je lui dis, mais Thierry, tu crois pas que si je m'inscrivais à l'UFC, tu crois pas que je pourrais faire quelque chose? Et il me dit ouais. Il me dit, peut-être que tu pourrais aller en quart de finale, peut-être demi-finale. Mais il dit après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber sur peut-être plus fort que toi, très certainement même, et chargé, parce que les mecs, ils y allaient pas à jeun non plus. Ouais. Toi, tu vas y aller comme t'es, voilà, gentil, tout, machin, tu vas te donner à fond. Tu risques un mauvais coup. À quoi bon? Est-ce que vraiment t'as besoin? Mais j'étais frustré, j'avais vraiment envie, moi, d'en découdre. J'avais besoin de me confronter, de voir. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je pense que le MMA m'aurait vraiment plu. Surtout qu'aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué. J'ai vu il y a pas longtemps qu'il y a un ancien opérateur du premier RPMA qui s'est lancé une fois sa carrière d'opérationnel finie dans le MMA. Le souci, c'est que j'ai une prothèse au cervical, moi, maintenant. Du donc coup, il n'y a pas un médecin qui va signer pour. Puis avec la notoriété, tout le monde le sait, j'écris, donc je ne vais même pas lui mentir. Je vais même pas lui mentir, envoyer un pote faire la radio à ma place, quoi. Alors, justement, c'est aussi une image que vous essayez de retranscrire dans les livres. C'est que soit il y a la partie physique, mais le physique ne fait pas tout. Non. La partie mentale est très importante, on l'a vu avec la rusticité, le sortir de sa zone de confort. Et il y a aussi un point qui est important, et on le voit par exemple dans le dernier livre Feral, quand vous parlez de tous les calibres, les effets, la dispersion des balles une fois dans le corps, etc. Sur la partie vraiment connaissance pure, on ne se rend pas bien compte. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'un membre du GIGN apprend une fois qu'il arrive en unité? Alors moi, je vais être très basique là-dessus. Vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les actes réflexes, les actes élémentaires. C'est la base de tout. Il y a des phrases aussi comme ça qui sont toutes faites qui disent c'est le terrain qui commande, c'est la nature qui commande. Donc déjà, si on commence à être relativement à l'aise seul dans la nature, face à la nature, c'est-à-dire c'est savoir s'orienter, savoir s'abriter, savoir progresser dans la nature. Et puis la nature, il n'y a pas qu'en France, il y a différentes natures. Aller en forêt amazonienne, aller dans le Sahara. Si vous avez cette culture un peu de sortir de vos zones de confort, d'aller au-devant des choses, d'aller vous confronter, d'aller vous tester, parce qu'en fait on ne teste pas la nature, on se teste soi-même, voilà, et on apprend. Donc moi je dirais c'est répondre un petit peu, cocher les cases des actes réflexes, actes élémentaires, bien connaître ses armes. Alors ces armes, si on les a avant, c'est savoir un minimum, quoi, voilà, dans les munitions. Ça va être dans la topographie, ne pas se référer que seulement à un GPS, savoir lire une carte. En somme, c'est les choses qui sont très basiques, savoir marcher pendant une nuit entière, en sachant ce que ça fait au pied, ce que ça fait psychologiquement, parce qu'une marche d'une nuit, c'est long, marcher 8 heures, 10 heures, vous en fait apprendre énormément sur vous-même, parce que vous allez avoir mal, 50 km, 60 km, même si vous avez mis les straps aux bons endroits, vous aurez mal. Et ça, je trouve que c'est fort d'apprentissage pour un jeune qui prétend rentrer dans les forces spéciales ou dans les unités d'élite, c'est d'apprendre à se connaître. Et on se connaît que dans l'adversité et dans l'expérience, qu'on retire justement de ces expériences. Donc après, en connaissance pure, déjà connaître l'unité qu'on convoite, en connaissant les morts, en connaissant les patrons, en connaissant les plus grosses missions. Et après, techniquement, c'est la topographie, c'est les nœuds, c'est l'école des nœuds. C'est, je dirais presque être capable de vivre en autonomie complète et être capable de se défendre et défendre un lieu. Déjà à son niveau. Alors humblement, parce qu'après on s'allie avec les camarades, mais déjà si on arrive à être en phase avec la nature,
normalement déjà on peut faire beaucoup de choses. Donc du coup, j'imagine que tout au long de la carrière au GIGN, vous continuez d'apprendre plein d'informations. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, vous avez été projeté aussi à l'étranger, notamment en Afrique. Est-ce qu'avant de partir, on vous fait un briefing sur voilà, le pays, il y a telle ethnie dans la population, telles origines ne s'entendent pas avec telle autre, etc. Ou est-ce qu'on vous laisse un peu et qu'on vous lâche dans la nature? Alors, il y a un briefing qui est fait qui décrit une situation générale et une situation particulière, qui va être la crise. La situation générale, ça va être la situation géopolitique du pays, mais ça va être très succinct. Ça va être très succinct. Et ce qu'on va demander à l'opérationnel, c'est lui-même d'aller chercher. Il faut savoir que dans ces unités-là, il y a ce qu'on appelle l'entraînement collectif, où là on a des horaires qui sont fixés pour s'entraîner dans différents domaines. On a des cours, on fait venir des extérieurs, on a alors pas l'obligation d'assister aux cours, mais c'est fortement conseillé pour s'enrichir de connaissances. Mais après, on a un temps qui est dédié à l'entraînement individuel. Et là, en fait, libre à chacun de l'employer comme il le veut, mais si vous savez que vous allez partir, vous avez des chances de partir dans un pays, il est fortement conseillé de prendre connaissance de toutes les us et coutumes de ce pays-là pour justement arriver déjà à être dégrossi et comprendre un petit peu le langage qu'il va y avoir et les choses à faire et les choses surtout à ne pas faire. Mais ça, c'est un gros travail personnel. Donc vous avez été en Afrique tant personnellement que par des missions, c'est une zone qui vous intéresse vraiment. Est-ce que quand vous en entendez parler, que ce soit sur Internet, dans des livres, à la télé ou que sais-je, est-ce que vraiment ça représente ce que vous avez vu ou pas? Non, pas forcément. Moi, je suis parti en Afrique un peu dans une période, c'était en 2009, je crois, début 2009, il me semble. J'étais dans une période où j'avais fait pas mal d'actions difficiles pour moi, avec un gros engagement opérationnel. J'avais besoin de prendre un peu de recul parce que j'avais des anciens et mes pères me disaient, me faisaient tellement de compliments que j'avais peur en fait de perdre pied et d'avoir la grosse tête. Parce que c'est très naturel en fait. C'est très très naturel et ça peut venir très très vite. En même temps, j'avais une vie de famille qui était assez compliquée à l'époque parce que, comme je vous dis, il y a des hauts et des bas. Donc j'étais un peu dans le creux de la vague au niveau familial. Et puis au niveau opérationnel, j'étais en haut, j'étais au sommet. Et tout ça en fait que vous pouvez très facilement perdre pied et perdre vos repères et ne plus savoir vous positionner. Qui vous êtes et ce que vous représentez. Alors, pareil, moi, mes camarades ou mes amis, même ma famille, notaient GIGN dans le répertoire. Et alors ça, pour moi, je perdais mon identité. Ouais. Donc j'ai voulu retrouver mon identité, savoir qui j'étais sans le GIGN, et je suis parti en Afrique. Je suis parti pendant 3 mois avec un sac à dos. Je ne connaissais pas l'Afrique. Juste ce que j'en entendais parler sur Internet, sur des livres. J'avais besoin en fait de... Alors pourquoi l'Afrique, c'est très bizarre. J'avais été 1 an auparavant, j'étais intervenu sur le Ponant, et la première fois où j'ai posé mon pied sur le sol africain, il s'est passé quelque chose. J'ai senti que c'était presque chez moi. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai dit à mes camarades, j'ai dit « Putain, c'est bizarre, je me sens à la maison, j'ai l'impression de revenir chez moi. » C'est très très bizarre, je ne peux même pas l'expliquer. Et j'avais ce besoin, en fait, quand je suis reparti, je dis mais il faut que j'y retourne. Et j'avais l'impression que c'était cette terre-mère, que j'ai tendance à dire, hein. C'est le berceau de l'humanité. Je pense que j'avais besoin de reprendre ressources sur cette terre, que je connaissais pas vraiment, hein, même pas du tout. Et je suis parti avec un sac à dos opérationnel, pour le coup, avec de quoi manger pour 48 heures, avec... tout ce qui m'était nécessaire pour survivre, mais vraiment la survie. J'avais pas d'argent, j'ai pris l'avion, alors j'avais pas mal de pays qui m'étaient interdits par les ministères, j'en ai pas fait cas, et je me suis débrouillé, et je suis allé dans des pays qui étaient interdits, je ne le recommande pas forcément, mais maintenant c'était une façon à moi de m'aguerrir aussi, de comprendre certaines choses, de comprendre les conflits. On m'interdisait. Alors j'avais, dans le Mali, j'avais toute la zone nord, j'avais la Côte d'Ivoire, la zone noire aussi de la Côte d'Ivoire avec Bouaké, qui avait été
qui avait subi pas mal de conflits. Et d'ailleurs, j'ai pu remarquer de ma propre personne que c'était très compliqué. J'étais pris pour un agent des services secrets qui venait prendre la température. Donc il a fallu se faire accepter, il a fallu avoir beaucoup d'humilité. J'étais pas chez moi, il a fallu se faire accepter et j'ai réussi. Et moi j'ai pris la route, donc les 504 à 11 personnes dedans, me faire arrêter sur les checkpoints, le véhicule partait, je restais. Et j'avais payé pourtant mon voyage, voilà, et il fallait négocier, se débrouiller, palabrer comme on dit. J'ai été en Guinée, expulsé du pays parce que je séjour régulier. J'y suis retourné quand même pour le traverser et j'ai appris énormément. Et parfois quand j'entends certaines personnes parler de l'Afrique ou des Africains, mais je me dis mais quelle méconnaissance. Et en fait, souvent, le monde va mal où les gens rentrent dans des conflits par ignorance, par méconnaissance. Voilà, ils croient savoir, ça devient vraiment des certitudes parfois, et les gens se confrontent, forcément, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas les mêmes origines, et ils se confrontent, et je pense que c'est l'ignorance qui met à mal ce monde, même actuellement. On a la connaissance par Internet, les gens, certains prennent les informations sans filtre, prennent ça pour argent comptant, et ça leur donne un accès à la connaissance qu'ils croient. Et c'est pas du tout ça. Sur le terrain, moi j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai fait la connaissance d'un peuple, je n'ai jamais dormi dehors. J'ai fait un tour d'Europe en stop peut-être 10 ans auparavant, j'ai beaucoup dormi dehors. Mais c'est des mentalités qui sont différentes. Je suis pas en train de comparer l'Afrique et l'Europe, mais pour dire qu'en fait, on fait cas d'un homme qui est en Afrique, un homme qui est un peu avec un sac à dos qui est un peu à la ramasse parce que je découvrais, on l'accueille différemment. Après, dans tous les pays, il y a les avantages, les inconvénients. L'Afrique était très désorganisée. J'ai vu des choses où je me suis dit, tiens, c'est vrai que peut-être que ma vision des choses ou la vision européenne que je peux avoir occidentale peut-être en complément aider. Et puis j'ai pris des leçons. J'ai pris beaucoup de leçons d'humanité. On m'a ouvert des maisons. Voilà, j'ai vraiment découvert énormément. Et j'ai un amour pour l'Afrique qui est énorme, quoi. Voilà, j'ai une femme qui est africaine, mais c'était pas du tout choisi, aucun calcul à ça. Je connaissais pas du tout l'Afrique et je crois que je connais mieux l'Afrique que ma femme. Et je lui explique un petit peu. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà, on verra. On verra, mais on vous le souhaite. Justement, depuis... alors là, on a passé la partie GIGN en tant que tel. Donc depuis que vous avez quitté le GIGN, vous, à travers vos livres, mais aussi par rapport aux interventions multiples que vous avez fait dans les médias, ou soit sur Internet ou à la télé, voilà, vous transmettez beaucoup. Et est-ce que justement, vous n'avez pas envie de transmettre ce que vous avez vu en Afrique? Vous l'évoquez dans le livre, effectivement, mais est-ce que vous n'avez pas envie de le développer plus et donner une image plus pratique du terrain réel, vraiment vécu? Là, pour le coup, c'est vrai que ce que j'ai vécu en Afrique était assez unique, dans le sens où j'avais rien en poche et j'ai dû exister, j'ai dû échanger avec un savoir-faire que j'ai pilé des bananes plantains pour faire du foutou, pour avoir le droit de manger à une table, parce que voilà, on m'invitait et voilà, j'ai pêché au filet avec les hommes, c'était au Sénégal. J'ai écrit 4 carnets qui sont bruts de décoffrage. Quand Jean-Luc Rivard, on a écrit GIGN Confession d'un Obs, il a lu ces carnets pour retranscrire un petit peu mon voyage en Afrique dans le livre. Alors bien sûr, ça fait un chapitre, mais c'est 4 carnets, on peut faire un livre. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, avec ces 4 carnets, on pourrait écrire un livre qui serait très intéressant. Alors, ça date de 2009, début 2009, mais en fait, c'est de l'humain. C'est que des rencontres. Alors parfois c'est positif, parfois c'est négatif, et limite même parfois, les réflexions peuvent paraître racistes. Parce que j'ai subi le racisme aussi en Afrique. Là-bas. Mais c'est humain. Alors, non pas que le racisme soit humain, mais les insultes que je pouvais recevoir n'étaient pas forcément destinées pour ma personne, votre personne même, mais ce que je représentais. Et il y a eu de l'oppression. Et en fait... En ayant été là-bas, d'ailleurs, la dernière phrase du chapitre sur l'Afrique, c'est un petit peu ça. C'est l'Afrique, en fait, à tout. Et on est allé puiser en Afrique
des richesses que nous, on s'est senti le besoin d'avoir, et on a pillé l'Afrique. Moi, c'est mon point de vue. Et derrière, on a fait du mal. Et c'est vrai que je peux comprendre les réflexions que j'ai prises, mais moi, sur le coup, quand je me fais insulter, je le prends pour moi. Oui. Et je trouve ça, quand je me fais interpeller pour séjour irrégulier en Guinée, que je suis jugé, pour moi, c'est ma personne. Il a fallu du temps pour que je comprenne que c'était pas forcément moi, mais c'était l'Occident, l'Occident oppresseur, voilà. Et quand on prend ça en compte, et bien justement, mais voilà, est-ce que je mets comme ça, est-ce que je mets tel que dans le livre, ou est-ce que je passe un filtre? Je sais pas, parce que ça dépend des lecteurs, et dans les lecteurs, il y a de tout. Oui. Voilà, donc il faut s'adapter. Surtout que voilà, vous avez fait des succès. Votre premier livre s'est écoulé à plus de 70 000 exemplaires, ce qui en France est vraiment très important. Ouais. Le deuxième est bien parti aussi. Oui, il est pas mal parti, malgré une promotion un peu difficile. Bien sûr, avec le Covid, puis même au début pour l'approvisionnement, c'était... Mais bon, Covid oblige, c'est comme ça, ça fait partie du... C'est un peu la devise. Du jeu. Par rapport justement à votre autre carrière, c'est-à-dire que alors, vous écrivez des livres, en parallèle vous êtes aussi acteur, ce qui était votre rêve d'enfance avant la Submariniane. Est-ce que le passage d'une unité pas secrète mais assez discrète qui, en dehors des opérations les plus connues, n'est pas très en vue, alors que le cinéma vous êtes en pleine lumière, est-ce que c'est pas un changement qui est difficile à vivre, vu que c'est un changement presque de l'alpha à l'oméga, quoi? Alors c'est difficile à vivre, je vais pas mentir. Là encore, il y a un recul à prendre sur tout ce qu'on peut prendre dans la tête. Et Dieu sait si j'en ai pris en sortant. Alors déjà aussi parce que je suis peut-être le premier un peu à sortir de l'ombre et à s'exposer autant. Et en même temps, ça fait partie de... Il y en a qui se sont exposés, qui ont écrit des livres avant moi, mais peut-être à des périodes qui suscitaient moins de curiosité. Moi j'ai participé aux attentats de 2015. Donc forcément, ça suscite une curiosité, et je suis le premier visage découvert de cette période-là, qui s'est battu contre le terrorisme. Donc beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt alors sur ma personne ou sur la profession, et en plus on tombe sur ma personne qui suis assez généreuse dans le partage. Donc ça crée un flou artistique dans la tête des gens, parce qu'en fait, il y a ce côté secret ou discret. C'est pas secret. Le GIGN n'est pas secret. C'est pas une unité secrète. C'est une unité discrète. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre cette discrétion et puis le fait de partager et d'être à visage découvert. Alors pour beaucoup, c'est presque irréel. C'est pas possible. Donc le temps, moi, joue en ma faveur. C'est vrai qu'au début, j'ai pris énormément de réflexions. J'étais traité de mythomane, que je cherchais la lumière pour avoir de la reconnaissance. Alors la reconnaissance, tout le monde en a besoin. Celui qui dit « moi je m'en fous », c'est faux. On a tous besoin de reconnaissance. Mais moi, la reconnaissance que j'ai actuellement par rapport au GIGN, si vous voulez, elle arrive un petit peu tard. Moi, c'est quand j'y étais que j'en avais envie, moi, de cette... Mais ça, quand on est là au GIGN, on ne le dit pas, on ne l'exprime pas. Bien sûr. Mais moi, ce que j'ai envie de faire quelque part, et je pense que c'est pas faute de le dire, c'est toute la reconnaissance qu'on m'attribue maintenant, qu'on me donne maintenant, j'ai envie de la retourner à ceux qui sont sur le terrain. Parce que moi, ça y est, moi je prendrai plus de risques pour... ou alors c'est qu'on serait en guerre civile, et qu'on me rappelle, ou j'en sais rien, ou qu'il y ait vraiment besoin des handicapés, et des vieux. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont servir avant moi. Mais ce que j'ai envie vraiment, ma volonté, c'est que, vous voyez comment je suis, et dites-vous bien que sous les cagoules, à ceux qui se battent actuellement, ils sont autant humains que moi, je me présente comme humain face à vous. Donc avec mes qualités, mes défauts, mes faiblesses, mes forces, et que eux aussi, en fait, jonglent avec ça et font de leur mieux, font du mieux qu'ils peuvent. Donc si j'arrive en fait à faire percevoir ça dans la tête des gens, mais comme je suis le premier, j'essuie les plâtres, c'est extrêmement compliqué, mais je perds pas espoir. Et puis en même temps, aujourd'hui, quand je vois les demandes, je vais dans les lycées, là je viens chez vous actuellement, il y a de plus en plus de demandes de ce partage-là. Au début, j'étais prêt à partager, personne ne m'invitait pas trop, à part ceux qui étaient sur YouTube, qui vous cherchaient un petit peu le buzz aussi, on va pas se mentir. Là maintenant, le partage devient assez différent,
et prend une orientation différente que j'apprécie beaucoup, qui est un peu le développement personnel et comment on atteint ses objectifs et quelle vision peut avoir un ancien GIGN face à la crise actuelle et comment on s'adapte à son milieu. Et ça, je trouve ça intéressant. Vraiment, par rapport à ce que vous dites, c'est ça, c'est que... Alors soit peut-être que vous ne servez plus avec les armes, mais je pense vraiment que le fait de transmettre, le fait d'aller expliquer ce que c'est le GIGN, que c'est des hommes derrière, c'est aussi une forme de service. En tout cas, je pense que ça apporte énormément et c'est pour ça qu'on est très content de vous recevoir aujourd'hui et qu'on peut juste, d'une part, conseiller aux gens d'aller vous lire. Les 2 livres qui sont sortis sont vraiment passionnants, je peux l'attester. Merci. Et puis aussi à vous suivre, et même au cinéma, c'est là notre dernière question, on va dire. Si vous aviez un film ou une série, vous avez le droit de dire les vôtres, à nous conseiller, ce serait laquelle? Ou quel film? Alors, la série, je tournais dans Dérapage, avec Eric Cantona, qui est sur Netflix actuellement. Ça s'est trouvé un peu... Alors, le casting s'était fait en janvier 2019. Donc moi, j'ai fait mon pot de départ en décembre 2018 et un mois après, la sortie du livre, et je passe le casting. Il faut savoir qu'en passant ce casting-là, je faisais des essais pour Bronx, le film de Olivier Marchal qui va sortir là prochainement pour un premier rôle. Il y avait David Bell, il y avait ma pomme, voilà, et après ils ne savaient pas trop comment me placer, ça a été compliqué, et je pense que la production après a tranché, parce que je n'étais pas du tout connu à ce moment-là, mais déjà sortir et puis rentrer dans le cinéma et avoir ces propositions-là, pour moi c'était déjà énorme. Mais alors j'ai pas attendu dans mon salon que ça tombe. 5 ans auparavant, j'ai commencé à travailler. Alors je peux recommander Dérapage, que c'est une très belle série. Très gilet jaune dans le sens où c'est un chômeur longue durée qui se confronte un petit peu à un gros patron multinational et qui a des façons de faire assez atypiques. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, mais la série est vraiment très bien faite. En plus, elle est réalisée par Ziad Douéry, qui a tourné avec Tarantino, qui est réalisateur américain d'origine libanaise, qui était sur Pulp Fiction, qui a fait beaucoup de films, une filmographie impressionnante. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes-là. Et après, en film, il y en a tellement. Allez, je vais dire le dernier en date, où je me suis dit, si un jour j'avais un rôle comme ça, mais j'adorerais, c'est le Joker. Ok. On vous verrait bien le Joker en fait. Mais de plus en plus, les gens qui me connaissent me disent qu'effectivement c'est un rôle qui c'est tellement torturé, ça va tellement loin. Et singulier. Et singulier en même temps que j'aurais rêvé de faire, pas avoir de regret parce qu'il a été joué et magnifiquement bien. Mais c'est vrai que c'est le genre de rôle que j'aimerais vraiment jouer. Alors, pas forcément jouer ce que j'ai comme émotion, c'est prêter mes émotions. Je suis très sensible, je veux dire, comme beaucoup, mais peut-être même parfois plus. J'ai peut-être un bonus dans la sensibilité. Alors, c'est pas une faiblesse. Pour moi, ça a été plutôt une force dans le fait d'intégrer les choses, et de ressentir les choses. Mais c'est vrai que si je peux apporter ce bagage émotionnel, cette sensibilité, pour être porteur de messages forts, parce que même le film Joker est très fort dans le message. Il a dérangé beaucoup de gens. On n'en sort pas sans rien. Ah non, on sort de la salle de cinéma en se disant, mais c'est qui ce mec? Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Mais en même temps, j'ai vécu un petit peu ça, parce qu'on a tous vécu la moquerie, le jugement hâtif, injuste. Est-ce que, quelque part, je le condamne? C'est très compliqué, ça fait réfléchir. Et en fait, le cinéma, pour moi, est fait pour ça, pour faire réfléchir et amener le débat. Donc, si je peux avoir des rôles un jour, j'ai à les chercher. Oui, je vais même les écrire. Oui. Et puis, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi, c'est que vous allez chercher plus loin que de jouer un opérationnel des forces spéciales ou du GIGN dans un film. Ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai très envie de le jouer pour clôturer un petit peu le chapitre, pour montrer en fait, parce que c'est très compliqué vous savez, on voit au cinéma des gens qui tirent, ça défouraille à tout va. Il n'y a pas d'émotion particulière après avoir tiré. J'ai pas vu des acteurs avec un visage, avec le regard qui cherche quelque chose. Alors c'est très vaste, c'est très flou. Vous savez, quand vous tuez quelqu'un, vous le tuez dans son intégralité. Donc on a envie d'enlever, si on pouvait lancer une fléchette ou piquer et retirer le mal de la personne qu'elle a à l'instant T, au GIGN on le ferait, c'est préserver la vie.
Mais en fait, parfois, on nous pousse, on est dans une impasse, et pour y avoir été avec forcené, preneur d'otage, on est obligé de neutraliser, parfois ça entraîne la mort. Et il faut vivre avec ça, c'est-à-dire que vous avez anéanti quelque part la personne dans son intégralité, tout ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de mauvais. Et tout ça, c'est vrai qu'il faut composer avec ça. Et dans les films, ce ressenti que l'on a, se dire c'est très grave ce qui s'est passé, à chaque cartouche normalement, enfin sur le terrain, on pourra voir avec des collègues, ça nous arrache le cœur. Et quand vous arrachez le cœur sur une... Alors, je dis pas qu'on est désemparé et que s'il faut le refaire, on le refait. J'en avais parlé d'ailleurs sur un reportage de TF1 en 2009 où j'explique, voilà, j'ai fait Fleury-Mérogis, ça s'est conclu par la mort du preneur d'otage, mais si demain il se passe la même situation et que le résultat doit être le même, je le referai. Mais c'est vrai que quand même, quand on doit faire feu, c'est pas anodin. Et quelque part, pour moi, la mort ou le fait de tirer une cartouche, c'est qu'il y a un échec, on est dans un échec de l'humanité. C'est que voilà, si on en arrive là, c'est qu'il y a eu un problème. Alors est-ce qu'on en est responsable? Non, pas forcément, mais peut-être dans sa globalité, l'humanité en est responsable. Voilà. Donc ce que j'aimerais voir en fait à l'écran, mais là auquel cas je me propose à le jouer, c'est lorsque la cartouche est tirée, il y a une émotion qui est particulière et qui s'explique qu'entre personnes qui l'ont vécu est particulière. Voilà. Et ça, dans le regard des acteurs, pour l'instant, sincèrement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un peu Bradley Cooper dans American Sniper. Il y a quelques acteurs comme ça qui se sont tellement impliqués dans la préparation du film qui arrivent un petit peu à avoir ce truc-là. Et en plus, ils le jouent avec leurs émotions, avec leur talent. Donc, il y a un petit peu. Mais pour l'instant, ça c'est le spectateur qui parle, j'ai pas encore vu l'émotion de me dire « Oh là là, lui, il me... » Il y a le film 13 heures aussi où j'ai revécu un peu des choses assez sensibles. Libye, sur les tirs qu'on avait pu subir. Il y a aussi le film Force Spéciale qui avait été fait justement conjointement. Ouais, mais là... Ou peut-être que c'était pas la partie à mieux transcrite. Sincèrement, pour moi, c'est des acteurs qui jouent au FS. Ouais. Alors, c'est pas méchant, c'est le film est très sympa. Le film est très sympa, il a fait connaître un peu le milieu des forces spéciales, mais sincèrement, je vais pas trop citer, mais il y a des séries, il y a des films où c'est des acteurs qui jouent aux forces spéciales, ou aux unités d'élite, ou aux policiers. Et ça fait le divertissement, mais ça fait pas le message. Pour moi, le message, il passe pas. Pour moi, un film, c'est une opportunité énorme de délivrer un message. Si on peut sortir du divertissement, ou avec le divertissement, balancer un message, alors là, pour moi, on a tout gagné. Et j'aimerais ça, et j'aimerais me rendre disponible, je le suis même, quelque part, parce que j'en fais ma priorité, le plateau de cinéma, jouer, donc pendant que c'est encore frais même. Oui, tant que vous l'avez encore en vous. Je me dis que dans 10 ans, en continuant comme ça, ça va, voilà, le sentiment, ça va s'étioler un petit peu, ce truc-là. Alors, j'en sais rien. Moi, je suis très capable de partir demain en Namibie, dans les tribus Imba, pendant 1 mois et demi, à voir ce que je vaux, quelle valeur je peux avoir, qu'est-ce que je peux leur apporter, ce que je peux leur être utile, et pour cet échange humain. Mais concrètement, là, je suis encore frais, quoi. Je suis encore frais il y a plein d'émotions qui sont encore à fleur de peau. Et voilà. Donc, alors, je suis pas en attente. J'écris, je travaille. Mais s'il faut s'expatrier, je m'expatrierai, ça c'est sûr. En tout cas, vraiment, si on peut voir ça dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous on signe tout de suite. C'est très gentil. En tout cas, Aton, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci pour vos réponses. On peut, comme vous l'avez compris, que recommander la lecture des livres, que vous vouliez rentrer dans les unités spéciales ou non. Ou pas. Enfin, vraiment, c'est une tranche de vie qui est vraiment intéressante à prendre. C'est un partage de vécu qui est balancé en toute humilité, parce que je ne suis pas un donneur de leçons, mais si mes leçons que j'ai prises par mon parcours peuvent apporter quelques pistes, et tant mieux. Et puis même avec Feral, en cette période où les salles de sport sont fermées, on peut montrer qu'on peut quand même garder la forme. Ça donnera des idées. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas à suivre Aton sur les réseaux sociaux, et puis à lire ses livres et regarder tous ses films. N'hésitez pas non plus à nous contacter par Facebook ou par mail pour tous vos retours. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.